Edwin Abbott, Flatland. C'est un livre publié en 1884 et qui était resté à côté de ma route. J'arrive toujours pas à comprendre comment ça s'est fait. En ce moment, j'ai un drôle de plaisir. Je commande les livres d'occasion. En 1999, il y en était encore dans le légendaire 10-18. Qu'est-ce que les gens de ma génération ont comme dette à cette collection 10-18. Je trouve le graphisme de la couve remarquable. C'est une traduction de Flatland qui est parue en 1996. Le livre a été retraduit chez un éditeur belge, je crois, en 2012. Mais quand vous les achetez d'occasion, en ce moment, moi, il y a une espèce de truc d'aller pêcher les raretés comme ça, vous les trouvez à 4 ou 5 ou 6 euros, et puis ça arrive dans votre boîte aux lettres le surlendemain, souvent avec une petite carte gentille du bouquiniste. Et j'ai préféré l'ancienne version à cause d'une préface de Giorgio Manganelli. Et vous savez, comme Manganelli, pour moi, c'est un écrivain de référence, un de ces grands fous qui sont comme ça en avant et tout le temps dans le paysage. J'en ai parlé bien des fois. Et il y a un nouveau livre de Manganelli qui sort dans quelques semaines. On va avoir l'occasion d'en reparler. Donc je ne vais pas vous parler de Flatland, mais je vais lire de longs extraits de la préface de Manganelli. Et si vous trouvez ça trop long, vous reviendrez à la prochaine vidéo. Hein. On n'est plus à ça près. Je chercherai à décrire le mécanisme du livre, la structure qui lui permet de fonctionner, en indiquant les éléments linguistiques qui sont, à mon avis, les prémices de l'invention. Flatland, la Terre à 2 dimensions, où vivent des figures absolument planes, est justement une invention au sens strict du terme, découverte et délimitation d'un espace abstrait au moyen de la création d'un langage. Un lieu est un langage. Nous ne pouvons être ici que si nous acceptons les règles linguistiques qui inventent cet ici. Or, comme un langage ne peut se poser que d'une façon arbitraire et impossible à déduire, les divers langages indiqueront des lieux totalement discontinus, comme l'est justement Flatland à l'égard de n'importe quel lieu humain. L'exemple de Flatland nous révèle autre chose. Le langage, chauve-souris suspendu par les pieds, univers qui s'empêche de tomber dans le néant en se soutenant de ses mains liées, contradiction absolue qui est pourtant l'unique lieu habitable, est intimement apparenté à autre chose, à des gestes ambigus, à la fois frivoles, cérémoniels, au jeu. Dans l'un et dans l'autre, au choix initial arbitraire, succède la déduction rigide. Le choix pose, simultanément, les lois selon lesquelles va se développer le reste du discours. L'univers, explosant à la naissance, se révèle marqué par toutes ces futures cérémonies. Un langage est un gigantesque comme si. Une législation hypothétique qui invente en premier lieu ses propres sujets, les lieux, les événements. C'est par un geste arbitraire que nous fixons les valeurs des cartes. Mais à partir de là, s'instaure la rigueur du jeu et du rite. Flatland est un lieu à 2 dimensions, totalement plat, habité par des figures à peine tracées sur un sol éternellement illuminé. À partir d'une telle prémisse, avec la bizarre cohérence des mouvements sur un échiquier, la fureur intellectuelle de l'inventeur, douce et glacée, se met en branle. Si cette terre n'a que 2 dimensions, la largeur et la longueur, aucun relief ne sera perceptible comme tel, et il n'y aura ni dessus ni dessous. Les maisons seront dessinées à plat sur la surface, et le toit ne sera pas au-dessus, mais au nord. Les habitants ne pourront pas se voir sous leur véritable forme, ils pourront seulement se reconnaître au toucher, ou plus subtilement se déduire d'après ce qu'ils voient, selon que les côtés s'estompent plus ou moins vite dans le brouillard de Flatland. Le périmètre de ces figures délimite quelque chose de mystérieux, de naturellement inaccessible, qu'ils appellent intérieur.
Mais examinons plus attentivement les figures de ce déconcertant jeu de cartes. Elles cachent une vivacité délicieusement narrative, et leurs mouvements nous révèlent la comédie sociale, domestique, historique peinte en filigrane dans Flatland. Les figures polygonales sont exclusivement mâles, et elles se situent dans la hiérarchie selon le nombre de leurs côtés, depuis la racaille des malheureux isocèles, la populace des angles aigus, la malheureuse populace des isocèles, en passant par la petite bourgeoisie des triangles équilatéraux, par les carrés exerçant des professions libérales, et par la petite noblesse des pentagones, puis par la noblesse de plus en plus haut placée des divers polygones, pour atteindre enfin la classe ecclésiastique, dotée d'un si grand nombre de côtés, lesquels sont d'ailleurs minuscules, qu'elle peut, même si ce n'est qu'un pieux mensonge, prétendre au rang de cercle. Il est toujours admis, par courtoisie, que le grand cercle a 10 000 côtés. Les angles diversement aigus des polygones sont des armes redoutables. Ils sont spécialement meurtriers chez les ouvriers et les soldats, des isocèles à la base assez étroite, qui sont d'autant plus grossiers et incultes qu'ils sont pointus. Toutefois, grâce à l'admirable loi de la compensation, cette même pauvreté mentale empêche la racaille d'utiliser sa force homicide. S'il arrive par hasard qu'un isocèle fasse des progrès en intelligence, en science, en vertu, cet angle, en s'élargissant, finira par ressembler à celui moins dangereux des triangles équilatéraux. Pour finir, grâce à la prudente intervention des médecins d'État, il sera possible de manipuler des isocèles qui font preuve d'un esprit plus obstinément porté à la rébellion et d'en faire des polygones réguliers, de façon à pouvoir les accueillir dans les classes privilégiées. Cependant, la faculté de nuire des mâles de Flatland n'est que peu de choses à côté de ce dont leurs femelles sont capables. L'invention des Flatlandiennes est une des plus délicieuses du récit. Elle est alimentée par une légèreté maligne, par une gaieté sèche et sans indulgence. Les femmes sont de brefs segments, avec d'un côté la bouche-œil et de l'autre une pointe mortelle. Que l'on imagine un peu. Leur extrémité postérieure est plus aiguë que n'importe quel angle. Et ce n'est pas tout, car quand les femmes tournent cette partie la plus meurtrière vers un polygone, c'est alors qu'en se réduisant à un minuscule point, elles deviennent quasi invisibles. Si l'on ajoute qu'elles sont de tempérament bizarre, fantasque, irascible, on en arrive à une conséquence inévitable qui est l'application à leur encontre d'un code vexatoire. Les maisons sont construites de façon à les obliger à toujours tourner leur partie antérieure vers les polygones de la famille. Dans la rue, elles doivent annoncer leur présence en lançant le cri de paix, en ondulant ou en oscillant. Enfin, si l'une d'entre elles est soupçonnée de souffrir de crises d'hystérie ou d'éternuement chronique, elle devra être immédiatement supprimée. Être filiforme et passionnelle, aiguille colérique, d'une intelligence isocéloïde, trompées même par leur mari, qui les préfère incultes, et pour cela les enferme sans désemparer à la maison, sauf pendant les fêtes religieuses, et qui utilisent avec elles un langage fictif dans lequel dominent des mots comme amour, devoir, piété, espérance, vrai, faux. Ces êtres, dis-je, parviennent à réunir le cauchemar et la comédie. Stupide et sinistre, les segments féminins sont étrangers à la belle et cruelle structure de la société géométrique, exclus par nature et par une astucieuse contrainte du monde de la raison, il leur reste l'infime volupté des sentiments rudimentaires. Enfin, enfermés dans le sérail d'un langage fictif, qui forme comme une excroissance pathologique à l'intérieur du langage authentique, ils ne connaissent strictement rien du monde de l'histoire. La hiérarchie géométrique d'un côté, les petites femmes non hiérarchiques de l'autre, tout cela est disposé devant nous comme autant de signes qui tiennent à la fois des conventions et de la magie, autant de dés pour composer d'autres figures plus articulées. Il est naturel de reconnaître dans cette description, trompeusement scientifique, une satire de la société classique et étatique.
mais le plaisir d'identifier sous la fable mathématique le signalement du connu, avec cette tension spécifique qui relie l'absurde au quotidien, le rationnel au matériel, ne doit pas nous distraire de ce qui m'apparaît comme le problème critique essentiel, à savoir la description du mode selon lequel agit cette comédie sociale à l'intérieur de la machine narrative. À mon avis, cette structure est un autre exemple de langage, et en même temps des éléments naturellement tragiques de tout langage. Sa vocation fatale de se prétendre définitif, à vouloir être la réalité, et par conséquent sa mauvaise conscience. Pour gouverner ses propres membres, il a recours à deux armes, au terrorisme et à l'euphémisme, c'est-à-dire à l'État et à l'histoire. La société de Flatland est terroriste. Sa cruauté est logique, paisible, fondée sur de bons arguments et par-dessus tout, naturelle. On explique les ruineuses conséquences de toutes les indulgences que l'on voudra par les comparaisons des polygones que le caprice génétique et la perversité naturelle ont voulu irréguliers. On raisonne en faveur de l'utilisation didactique des triangles isocèles maintenus dans les écoles pour former le tact de leurs supérieurs, les polygones, et qu'on laisse mourir de faim au bout d'un mois. Et non sans raison, on fait valoir, en réponse à ceux qui voudraient que l'on profitât plus longuement de ces malheureux triangles, qu'il s'agit là d'un des cas types dans lesquels qui dépense le plus dépense le moins. En effet, les isocèles se détériorent à la suite d'un usage prolongé, et d'autre part, en les remplaçant ainsi très rapidement, on réduit la population vulgaire, objectif que tout homme politique de Flatland garde constamment à l'esprit. Dans la première partie, le discours utilise deux principaux tons stylistiques qui sont d'une certaine façon contigus, le ton didactique et l'euphémisme. À l'évidence, le premier convient spécifiquement au terrorisme et fournit les armes dialectiques à la répression hiérarchique. Il sert en même temps à épancher une pédanterie exquise et paranoïaque, le goût minutieux, myope, patient pour le développement d'un théorème. Il énonce les prémices, il déduit, il donne comme exemple tantôt des anecdotes, tantôt des dessins. Appliqué au monde fantastique et cohérent de Flatland, le style didactique a un effet ironique, hallucinatoire. Le « comme si » linguistique agit au niveau de la folie douce et raisonneuse quand on nous explique avec dessin à l'appui de quelle façon les polygones parviennent à se reconnaître. Nous comprenons que la tension ironique ne fait qu'un avec la cohésion logique du raisonnement. Avoir raison est la vocation naturelle de la folie. Le monde de Flatland n'ignore pas l'histoire. L'histoire est l'euphémisme suprême. Elle appartient à la même catégorie de la parole honteuse. Comme telle, elle engendre des euphémismes dont les degrés et les formes sont infinis, oratoires, religieux, philosophiques, doctrinaires. Chaque fois que l'on touche au côté atroce de la civilisation flatlandienne, le style donne des signes de délicieux refroidissement. Tantôt il se plie à l'understatement, tantôt il fait preuve d'une concision féroce mais absolument aseptique. Pour dénoter la violente suppression physique, on utilise des expressions diversement circonspectes. Éliminer en est un exemple élégant. Les isocèles criminels sont condamnés par la magistrature à être éliminés. Et on propose ainsi que tous les irréguliers soient supprimés sans douleur et en toute miséricorde. Dans la première partie de Flatland, l'auteur décrit une situation de tension objective. Géométrie et histoire s'affrontent en tant que données apparemment inconciliables, mais liées en réalité par une complicité qui passe par-dessus leur antagonisme intellectuel. Le temps d'un instant, elle trouve un espace fictif dans lequel coïncider. Nous pourrions définir l'histoire comme le système des mensonges mis en œuvre par la géométrie, son astuce, sa férocité, sa terreur intime. Il a été question de la mauvaise conscience du langage. Chaque langue sait que d'autres systèmes linguistiques défient sa totalité, qu'une infinité de « comme si » possibles offrent des solutions de rechange, que d'une certaine façon, ils occupent tous le même espace. Donc qu'ils sont unis dans un conflit formel, insoluble, d'où la tragique lucidité de cette prose, dont la douceur voile à peine le malaise radical de l'intelligence. Entre la première et la seconde partie, il y a un lieu organique,
le livre est un diptyque. D'une certaine façon, le livre second présente le problème contraire au thème du langage qui fait semblant d'être unique et qui par sa feinte même engendre le mensonge de l'histoire, s'oppose le moment anti-historique de la pluralité des langues. Au problème de l'existence à l'intérieur d'un univers unique s'oppose le problème héroïque du passage d'un univers à l'autre. La traversée d'un jeu à un autre différent du premier et incompatible avec lui, la transition d'un système à un autre qui par définition ne peut qu'abolir le premier, telle est la situation de ces chapitres. Une situation par définition impossible. Si le langage est gouverné par le terrorisme, si ses limites sont aussi âprement définies, s'il est à la fois éphémère et éternel, il s'ensuit que d'une langue à l'autre, il n'y a pas de place pour un parcours dialectique, ni pour la moindre possibilité de déduction. Le passage de l'un à l'autre ne pourra subvenir qu'au moyen d'un acte de violence. Cette violence, irruption d'un univers à l'intérieur d'un autre, cette traversée incohérente et mortelle, c'est la vision. La seconde partie de Flatland est une série de visions. Il n'y a plus de place pour l'histoire. Les mondes se juxtaposent, ou plutôt se superposent, étrangers, inconciliables, et ils sont mis à l'épreuve grâce au sceau de l'extase. Il ne serait pas exact de dire que ces visions sont ironiques, il s'agit plutôt d'une ironie au second degré. Le problème intellectuel est absolument exact, sa formulation est tout bonnement tragique, et le fait qu'il s'exerce dans le cadre d'un jeu, au lieu de masquer peut-être sa qualité de provocation insoluble, et qu'il convient néanmoins de saisir, l'excite au contraire en raison de sa monstrueuse lucidité des dimensions minimales. C'est une espèce de platonisme en miniature qui ajoute à une âcre grâce une intensité ambiguë. L'euphémisme disparaît et le langage acquiert des couleurs tour à tour cérémonielles, prophétiques, bibliques. Nous trouvons du pathétique oratoire, des accents de dévotion, des effets de sermon, des invectives sacrées. La première vision, qui, à la façon médiévale, est un rêve, est celle du monde à une seule dimension. Une ligne sur laquelle sont disposés des segments et des points. Les segments sont mâles. Revoici le marquage arbitraire des cartes. Il dispose de deux voies avec lesquelles il s'accouple entre deux femelles, dont chacune dispose d'une seule voix. De cette façon, il se forme une structure articulée en 4 points sonores naturellement harmonieux. Les monodimensionnels n'ont aucune idée de la droite ou de la gauche. Et ils ne se connaissent réciproquement qu'en tant que points. Ils ne peuvent pas se toucher. Ils ne comprennent et ne perçoivent pas les mouvements extérieurs à la ligne sur laquelle ils sont posés. Tout ce qui sort de la ligne disparaît, cesse d'exister, grâce, on le suppose, à quelque intervention magique. Donc, les monodimensionnels pratiquent eux aussi le terrorisme linguistique. Pour eux aussi, leur espace est la réalité. Il ne peut pas y en avoir d'autre. Je voudrais comparer tout de suite cette vision à une autre qui lui succède, incluse dans l'événement essentiel de la deuxième partie, l'apparition de la sphère. Je fais allusion à la très brève vision du monde sans dimension, le point pur et simple. La subtilité de cette image est extraordinaire. L'être sans dimension, le point pensant, parle de lui-même en disant tout cela. En lui s'est faite l'identification à l'univers. Le langage et le locuteur coïncident totalement. Dans l'espace inexistant du point adimensionnel, et comme il n'y a pas de lieu logique pour l'autre, c'est le triomphe de la tautologie que l'on célèbre. Il n'y a pas de tu, donc il n'y a pas de je. Le point ne peut avoir de vision, puisque n'importe quel autre devient immédiatement il. Aucune partie du point ne peut devenir porteuse du discours vision. Autour du point, il n'y a pas d'ailleurs d'où pourraient provenir des traumatismes révélateurs. Infinie béatitude de l'existence. Il est. Il n'est rien d'autre que lui. Il est soi-même ce qui pense, énonce, écoute, ainsi que penser, parole et oui. Il est l'unique et pourtant le tout dans le tout. Le langage prend des accents biblico-miltonien. Peut-être est-il un dieu, énoncé en termes de langage, un dieu autonome, mais
non créé et non créateur. Et dans cette perspective, peut-être aussi, Dieu est-il fou? Cependant, le centre du livre second n'est aucune des deux visions actives, mais une vision passive, une sphère. Une chose à 3 dimensions descend sur Flatland et parle au carré qui est aussi le narrateur. La sphère porte la révélation de la 3e dimension et elle veut y faire participer le tridimensionnel. Celui-ci réagit avec une terreur agressive. Un monde à 3 dimensions n'est pas habitable. C'est une tromperie, une folie mortelle, une impossibilité et donc aussi un délit. Le carré tente de tuer la sphère. Il appelle au secours. Il veut la remettre entre les mains de la justice. Il l'accuse avec une violence biblique. Il s'adresse à elle en utilisant le tu de la prière et de l'anathème. La sphère ne peut ni montrer la 3e dimension, ni la déduire. Elle peut seulement la suggérer par le raisonnement analogique. Finalement, face au carré, qui de toute façon hésite et se débat, il ne lui reste pas d'autre solution que d'avoir recours à la violence. Comme dans les visions antiques, le carré est enlevé, emporté vers les hauteurs. Ces hauteurs, ce upward, que son univers ignorait justement, dans les griffes d'un monstre révélateur. La vision est à la fois connaissance et terreur. Quand j'eus retrouvé ma voix, je poussai un long cri d'angoisse. Ou je suis fou, ou je suis en enfer. Ni l'un ni l'autre, me répondit calmement la voix de la sphère. C'est la connaissance. Ce sont les 3 dimensions. Seules la violence et le vertige peuvent briser l'utilisation malsaine du langage. Le rapt du carré, événement mystique, ascèse, intuition, révèle la voie étroite qui mène d'un univers à l'autre. Cette horrible sensation de se trouver en dehors de tous les univers et d'être en même temps offert à tous les univers, sensation à laquelle il semble que l'intelligence se refuse à survivre. L'enlèvement est méthodologique. Sorti de son propre langage, le carré est en mesure d'en accueillir une infinité d'autres. De disciple, il devient maître de la sphère. Il la pousse à admettre la possibilité d'une 4e dimension. Lui rappelle les visions obscures, mystérieuses, possibles indices d'ailleurs, environnants, dans lesquels des lois cognitives différentes et plus amples sont en vigueur. La conclusion du récit est tragique. Mais comme toujours, il s'agit d'un tragique frustré, à la fois réel et minime, dont on ne sait trop s'il est arme, homicide ou jeu d'esprit. Rentré dans sa patrie, le carré, qui tente de témoigner de ce qu'il a vu, est accusé d'être séditieux, ce qu'il est d'ailleurs, sans le moindre doute. Et il est emprisonné. Le terrorisme linguistique ne peut l'épargner. Mais ce n'est là que le jeu satirique. Enfermé dès lors pour 7 ans dans les prisons de Flatland, le carré ne peut douter qu'il existe une autre vérité, plus vaste, et peut seulement prévoir que son expérience donnera naissance à une génération de rebelles qu'impatientera le pauvre monde à 2 dimensions. Mais il est extrêmement difficile de continuer à imaginer les termes de cette autre expérience. Comment l'intelligence bidimensionnelle peut-elle se rappeler, penser l'autre dimension? Tout langage, le nôtre et celui, quel qu'il soit, qui pourra prendre sa place? Ne risque-t-il pas d'être un système de folie cohérente, une organisation démente du néant? Flatland, cet univers de vision tragique et gnostique, d'inventions à mi-chemin entre le cauchemar et la satire, entre l'énigme et l'idée platonique, est une carte fictive. Pour la tracer, il a fallu une pédanterie géniale, une fantaisie visionnaire, une folie déductive digne d'un moine. La grâce dialectique un peu sèche s'accompagne d'une âpreté pédagogique. On ne saurait dire s'il s'agit d'un cauchemar, d'une farce, d'une apologie, d'une satire, d'un jeu d'esprit, d'un pari, d'une allégorie, d'une vision, ou si c'est la satire de toutes les visions. C'est un livre léger, insaisissable, un chef-d'œuvre d'illusionnisme perspectif.
comme les parois étroites sur lesquelles sont peints en trompe-l'œil des couloirs vertigineux qui obligent l'œil et l'intelligence à se démentir, chacun leur tour. Triangles homicides, délires polygonaux, visions sphériques, parcourent la terre plate et sans couleur, envahie par une lumière éternelle. Ce sont les signes, des sigles d'un discours impersonnel, inhumain, en même temps intelligible, dément et horriblement raisonnable, comme des exemples grammaticaux irréprochables et dépourvus de sens. Giorgio Manganelli, traduit de l'italien par Béatrice Vierne, Domaine étranger, 10-18, publié en 1999, une première édition traduite de Flatland en 1996. Donc le livre de Abbott, publié en 1884, c'est la grande époque, Lewis Carroll. Et je fais une expérience depuis quelques jours que je traîne ce petit livre avec moi, avec l'élégance de la couve, et puis ce texte de Manganelli sur la nature du langage. On retrouve tout ce qu'il y a de plus grand dans le Giorgio. À chaque fois je tombe sur un copain anglophone qui aperçoit ça dans mon sac, où il y a Jeff Gass qui voit passer sur mon ordi la facture Amazon des 5 € que j'ai payé ce truc d'occasion, qui est Flatland. Pour nos amis anglophones, ils l'ont tous lu, ce bouquin. En tout cas, ils savent ce qu'il y a dedans. Cet univers de petits carrés, de triangles qui se déplacent toujours sans limite sur un monde plat. Il y a toujours un petit sourire. Abbott, c'est pas une figure, c'est un peu comme d'où les noms de Grévis ou Littré. C'est celui qui, au XIXe siècle, a établi une grammaire anglaise qui a fait référence dans tout l'univers scolaire, académique. Et donc, Monsieur Abbott s'amuse. Mais avec quoi il s'amuse dans ce livre, d'une finesse incroyable, où on se régale d'exemples mathématiques. Alors les scientifiques, évidemment, le connaissent encore plus, ce livre d'Abbott. Mais est-ce qu'on doit laisser ça aux scientifiques? Moi, je dis non. C'est un livre de folie, c'est un livre de langage, c'est un poème. Il est question de quoi dans ce poème? Vous habitez un monde à n dimensions. La ligne a une dimension. Flatland a 2 dimensions. Le point à 0 dimensions, il se prend pour l'univers lui-même. Mais nous qui vivons dans un univers en 3 dimensions, vous voyez même déjà comment je peux le faire rien qu'avec mon petit zoom, là, comme ça. Comment on peut arriver à penser la 4e dimension? Le carré plat qui se refuse à penser l'univers en 3 dimensions devient maître de la sphère, de l'angoisse de la sphère, en lui disant « Tu m'as révélé à moi-même qu'il existe une dimension au-delà de ce qu'on savait penser. Et toi, la sphère en 3 dimensions, si je te dis qu'il en existe 4, mais nous, pensez à la théorie des cordes, pensez à tout ce que nous a apporté la géométrie non euclidienne. Par un point passe une infinité de parallèles à une ligne donnée. Comment pouvons-nous être sûrs que nous puissions accepter de recevoir l'inconnu qui ne nous est pas perceptible? Et Abbott en fait aussi une satire extrêmement puissante de la société victorienne. C'est comme Manganelli reprend ce rapport, ces rapports hommes-femmes dans Flatland. Comment, dans notre monde d'aujourd'hui, violent, compliqué, obscur, livré à ses démons, cet inconnu qui nous permettrait peut-être d'en sortir, de briser la coquille, comment savoir où aller et comment le recevoir? C'est là où l'univers, la magie du récit, la magie du livre nous permet peut-être ce saut en avant. Il y a quelqu'un que peut-être vous avez suivi qui vient de republier chez mes amis de Chamboite Édition le livre, le roman Hey, a Novel de Andy Warhol, en prenant simplement juste les signes diacritiques, les virgules, les interjections. Hey, how. Et tout d'un coup, ça nous déplace l'idée du livre. Ce
gars qui s'appelle Derek Beaulieu, a a repris l'édition originale de Flatland. Et si par exemple j'ouvre la page 49, la première lettre est un U, et ben, il fait des traits du premier U au deuxième. U, et après il y a du verbe, après au sens de recommander aux fins de toucher U, et d'être touché. Encore un U, et à présent l'argot de la société polie, ou U, et des classes supérieures de U, autorise un U, et à chaque fois on fait comme ça. Après il prend la deuxième lettre, T, utilisation des techniques du verbe toucher, sans recommander aux fins de toucher et d'être touché. À présent l'argot de la société polie, ou à la mode des classes supérieures, autorise. Barbara explique, Monsieur Dupont, permettez-moi de toucher Monsieur Durand que le lecteur, etc. Et là, il fait un autre diagramme de dessin, et il le fait jusqu'à ce qu'il ait rejoint toutes les lettres. Et donc, il republie un livre qui n'est fait que de ces diagrammes de lignes d'un livre qui parle d'un monde plat fait uniquement de lignes. Flatland de Edwin Herbert, c'est pas seulement pour nos amis anglophones. Merci et désolé de la longueur, mais c'était du manganelli quand même.